Eh bien, merci d'être venus si nombreux à cette soirée de soutien, cette soirée unique de soutien aux apparences. Parce que je suppose que vous êtes quand même au courant de cette cabale, là, ce mouvement de fou contre les apparences. Vous avez entendu des gens qui disent faut pas se fier aux apparences, ou les apparences sont contre nous, ou les apparences sont trompeuses. Non, on s'est dit qu'il fallait réagir. Donc on a hésité 5 minutes. On s'est dit ce qu'on fait, une souscription, un kiss bang bang, mais si. En plein procès Balkany, on s'est dit non, un kiss bang bang pour sauver les apparences, ça on ne sera pas compris. Donc alors on s'est dit on fait un spectacle. Ça c'est un truc, voilà. C'est bordé, voilà. Donc les apparences, a priori, ne sont pas contre nous, on a décidé donc de les aider. En apparence, vous êtes des spectateurs modèles qui ont tous éteint leur téléphone. Donc en apparence, vous méritez de boire un petit verre derrière vous après le spectacle. Quoi dire encore, oui, c'est... Oui, bon, j'ai un peu enjolivé, hein, c'est une apparence de vérité, mais bon, une apparence de vérité, c'est la vérité de l'apparence, voilà, faut vous y faire. Et puis l'important, c'est qu'on s'amuse, et ça, qu'on s'amuse vraiment, pas juste en apparence. Donc a priori, c'est bien parti. On vous souhaite un bon spectacle, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai peur. Je sais que c'est idiot. Enfin, non, je ne le sais pas, mais je sais qu'on va dire que ça l'est idiot. C'est idiot d'ailleurs de dire que c'est idiot, alors que ça ne l'est pas. Laissons cela. Parlons plutôt de mon problème, car j'ai un problème, ça je le sais. Un gros problème. Je ne peux pas quitter ma rue. Vous allez dire, qu'est-ce qui lui prend de nous ennuyer avec ça? Il y a vraiment des gens qui sont une montagne de pas grand-chose. Il a de la nostalgie, c'est tout. Un peu de vague à l'âme. Des regrets. Des petits bobos de cœur. Rien de grave. Sauf que c'est faux. En général, les gens qui disent « je ne peux pas quitter ma rue » mentent. Non, je ne traite pas les autres de menteurs juste pour m'amuser. Je vous assure, je ne ris pas. Mais alors, pas du tout. Je suis au bord du gouffre. Un peu comme l'abîme. Personne ne comprend. Je ne peux pas quitter ma rue. Au sens propre. Je n'y arrive pas. J'ai essayé plus d'une fois. J'ai cru que je pourrais franchir le pas. Avoir une vie normale. Sans histoire. Je ne peux pas. Et personne ne doute de rien. Du moins, à ma connaissance. Quand j'arrive sur le trottoir, tout va bien. Je ne suis pas encore en panique. Je suis dans la rue, en terre inconnue. C'est seulement au bout de quelques pas que tout se déclenche. Et là, impossible de continuer. Marche arrière, toute. Je remonte jusqu'à mon appartement et je ne sors plus de la journée. Les gens croient que j'ai oublié quelque chose. Que c'est la raison pour laquelle je remonte chez moi si souvent en catastrophe. Au bord de la catalepsie. Ils se disent que je suis une tête de linox, que j'oublie tout, que je ne suis pas à ce que je fais. Alors que c'est le contraire. Je me concentre pour m'éloigner de chez moi, je mets la gomme, toute mon énergie se catalyse pour essayer de m'éloigner de cet endroit, mais peine perdue. Je ne peux pas quitter ma rue. C'est comme
Une voix impérieuse qui l'ordonne au trésor de voix, une voix qui a tous les pouvoirs, tous les atouts de persuasion. Face à elle, je suis comme l'insecte face à une moissonneuse batteuse. Je bats des ailes, mais je ne peux pas les ailes, mais je ne peux pas. Aucune chance de l'emporter, aucune chance de l'emporter. Je suis terrifié. Je sais bien que si je parvenais à Vienne, je pourrais de toute façon pas aller bien loin. Je me heurterais à la rue du Rocher. Autant dire que j'en sortirais fracassé, anéanti. Il vaut mieux que je reste là où je suis. Je suis coincé. Certes. Je suis pris au piège. Mais comme un... Oui. Mais je suis en vie. Et je tiens à rester. Alors, je ne m'éloigne pas trop. Je prends l'air 10, 15 secondes. Je peux m'arrêter le temps que je veux. Stagner sur le trottoir. Ça, c'est permis. Ensuite, je remonte. Je sais que les autres vivent différemment. Mais moi, je peux pas. Si je tiens à la vie, je dois me résigner. C'est terrible, mais c'est logique. Je n'avais qu'à réfléchir avant d'emménager. Si ça se trouve, en faisant une enquête de voisinage, en interrogeant le concierge avant qu'on ne le transforme en digicode, en questionnant adroitement l'agent immobilier, j'aurais pu arracher 1 ou 2 renseignements qui m'auraient mis la puce à l'oreille et m'auraient dissuadé d'acheter cet appartement rue de Stockholm. Par des fossoyeurs des hôtels. Et le Cluedo par un détective au chômage. Et le nain jaune par un abo qui ne voulait plus faire grève. Vas-y, moque-toi, tu peux le faire. Quand je serai millionnaire, il sera trop tard. Mais tu n'as pas peur de tout lâcher comme ça sur un coup de tête? Non, j'ai l'impression de trouver ma voie. Ne rien faire, je sens que ça va me plaire. Je vais me sentir enfin dans mon élément. S'il se passe rien, enfin je veux dire, si tu ne vois pointer aucune idée géniale. Avoue-le, tu as peur pour moi, au fond. Tu as peur que je sois déçue. Ne t'inquiète pas. J'ai réfléchi à ça. Depuis que je ne fais plus rien, j'arrive à réfléchir. Ah oui? Et alors? Ça ne se... Enfin, tu penses que je vais comprendre? Parce que tu
peux essayer de m'expliquer pourquoi, sinon. Et je t'écoute. Ça ne peut pas totalement échouer. Je ne sais pas si tu vas comprendre, mais je vais quand même t'expliquer pourquoi. Alors dis-moi. J'arrête tout. C'est un fait. Pour avoir une idée géniale. Mais si elle ne vient pas, ce ne sera pas grave. Car j'en aurai au moins eu une idée géniale. Celle de tout arrêter. Dites-moi ce que je fais ici. Je n'ai rien à me reprocher. Rien à vous reprocher, vraiment. Vous voulez dire en tant que citoyen ou en tant qu'assassin? Les deux, mon capitaine. Je suis un citoyen tout ce qui est plus honnête, voyez-vous. Et je suis aussi quelqu'un d'extrêmement précautionneux. Si j'avais assassiné quelqu'un, je vous assure que vous ne trouveriez pas la moindre preuve de mon crime. Il est vrai que vous êtes un obsessionnel de première classe. Vous êtes un fanatique de l'ordre, oui. C'est ce que nous avons conclu en perquisitionnant votre domicile. Vous ne laissez jamais rien traîner. Ni vaisselle, ni linge sale, ni poêle dans la baignoire, ni quoi que ce soit d'autre. Une telle absence de désordre, ce n'est pas humain. Ça cache forcément quelque chose. C'est tout ce que vous avez à me reprocher, alors. Avoir un intérieur bien ordonné. C'est un canular. C'est ça. Juste pour une émission. Vous n'avez quand même pas trouvé un alinéa du code pénal qui s'en prend aux gens qui savent ranger leurs affaires. Vous êtes tellement soigneux que vous avez parfaitement nettoyé le véhicule à bord duquel nous avons retrouvé le corps de la veuve Duplat. Du sol au plafond, pas une empreinte digitale, pas une trace, pas une tache, pas un cheveu. Une scène de crime impeccable, claire, nette et sans bavure, si j'ose dire. Alors pour l'amour du ciel, dites-moi ce que je fais ici. Vous êtes un assassin indétectable. C'est un compliment, vous savez. Je n'ai que rarement l'occasion de faire des compliments aux suspects, mais là, chapeau, c'est du travail d'autodécision. Vous vous méprenez totalement. Je n'ai tué personne. Et cette veuve Duplat, je la connais pas. C'est exact. Vous ne la connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Nous avons vérifié. Aucun moyen de faire le lien entre elle et vous. Ah, vous voyez bien que j'ai rien à faire dans cette histoire. Vous vous êtes précisément attaqué une inconnue dans le but d'égarer la police afin que nous ne puissions pas remonter jusqu'à vous. Dites donc. Votre raisonnement, là, c'est de la pure paranoïa. Absolument. Vous êtes parvenu à dresser un véritable rempart d'insoupçonnabilité entre vous et votre crime. Et ce, au point de rendre toute investigation extravagante. Vous essayez de me rendre fou, c'est ça? Vous voudriez quand même pas que je m'accuse d'un crime pour vous faire plaisir. J'étais en train de vous faire part de mon admiration, monsieur. Une admiration toute professionnelle, bien sûr. Vous avez commis un crime impeccable, irréprochable dans sa conception, comme dans ses finitions. Hélas pour vous, votre sang vous a dénoncé. Mon sang. Je comprends votre tranquille assurance, croyez-moi. Vous dites que je bluffe, car vous n'avez laissé aucune trace de sang nulle part. Et pourtant, regardez bien. Reconnaissez-vous cet ADN? Le laboratoire est formel. Il s'agit du vôtre. Vous devez voir une erreur. C'est absurde. Absurde? Non. Je dirais plutôt que c'est étonnant. Car d'une certaine manière, bien qu'étant l'assassin, vous êtes aussi en quelque sorte une victime. Je ne peux pas dire que vous ayez été trahi, car vous n'aviez pas de complice. Mais rassurez-vous,
celui qui nous a permis d'identifier votre ADN, en a été bien mal récompensé, car il y a laissé la vie, lui aussi. Oh non, n'allez pas me coller un double meurtre sur le dos maintenant. Vous n'êtes pour rien dans ce second meurtre. Celui-là, c'est la police scientifique qui lui a réglé son compte. Vous voulez voir sa photo? C'est fini de vous moquer de moi. Je ne me moque pas de vous, monsieur. Je suis même on ne peut plus sérieux. Si je vous mets aujourd'hui en examen pour le meurtre de la veuve Duplat, c'est grâce à ce moustique que nous avons retrouvé dans sa voiture en train de digérer vos globules. Car le moustique ne se contente pas de colporter la dengue, la malaria ou le paludisme. Il refile aussi la poisse. Ceci dit, nous serions parvenus à remonter jusqu'à vous sans l'aide de cet auxiliaire. Figurez-vous que nous avons retrouvé vos empreintes sur la porte d'entrée de l'appartement de la veuve Duplat. Vous dites que je bluffe, vous portez des gants, n'est-ce pas? Malheureusement pour vous, l'empreinte auriculaire a la même valeur juridique que l'empreinte digitale en termes de preuve. Et nous avons retrouvé vos empreintes d'oreilles sur les scènes de crime d'une demi-douzaine de meurtres non élucidés. Fâcheuse manie que vous avez l'air d'écouter aux portes. Vous allez maintenant disposer d'un demi-siècle pour méditer sur la perfectibilité des crimes parfaits et sur la manière de se prémunir contre ces indices très particuliers qui peuvent être les insectes, les puces et autres acariens. Chère madame, je voulais dire que vous êtes entièrement libre de vous exprimer, libre de dire ce que bon vous semble, ou même ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux passer sous silence. Vous pouvez tout faire, je ne saurais mieux dire. C'est bon à savoir. Madame Langlemort, étant donné que vous êtes présidente de l'Observatoire des Observatoires, la question que je suis impatiente de vous poser depuis que vous êtes en face de moi est la suivante. Qu'observez-vous? Vous. Moi? Oui. Je vous observe et je me dis, mon Dieu, quel gâchis. Voilà quelqu'un qui a un grand esprit, qui pourrait le mettre au service de grandes causes et qui ne trouve rien de mieux que de finasser devant ses invités, de tendre des petites perches, de faire des petites cacahuètes, de faire des petites cacahuètes qui ne servent des petites cacahuètes qui ne servent à rien. Et de passer pour une bonne femme dérisoire aux yeux de la France, cette France qui se demande au fond de son canapé à l'heure fixe. Mais comment peut-on nous passer de telles imbécilités? Comme vous y allez, Madame Langlemort, je vous l'ai dit, on peut tout dire dans notre émission, c'est le principe. Vous pouvez tout dire, même ce qui n'est pas agréable à entendre. Aussi, veuillez répondre à ma question, même si elle vous dérange. Qu'observez-vous? Ah, rien du tout. Êtes-vous en train de nous dire que l'Observatoire des Observatoires ne sert à rien? Absolument. L'Observatoire des Observatoires ne sert strictement à rien. C'est pour ça qu'il remplit sa fonction à merveille. L'observation, c'est ni la possession, ni la convention, ni l'action. Ni la déception?
L'observation est un mode de vie, une façon d'être, un projet à long terme qui permet de prendre tout le recul nécessaire sans trop se fatiguer et surtout sans se compromettre. Vous semblez assez convaincu de l'inutilité de l'Observatoire des observatoires. Aussi, pourquoi l'avoir créé? J'ai créé cet observatoire afin de réparer un grand malentendu. Trop de gens croient encore, en effet, que mon observatoire sert à quelque chose. Alors, grâce à celui-ci, je leur montre qu'il n'en est rien. Et vous pensez avoir réussi? Au-delà de mes espérances, l'Observatoire des observatoires a atteint un tel degré d'inutilité que je me demande si je ne devrais pas créer un observatoire des observatoires d'observatoires pour prouver aux gens qu'il ne sert strictement à rien. En effet, trop de gens pensent que cet observatoire revêt une quelconque utilité. La preuve, vous m'avez invité. Rassurez-vous, Madame Langlemort, cela ne se reproduira plus. Nous sommes ravis d'avoir pu assouvir notre curiosité, mais soyez persuadés que nous préférons dorénavant recevoir un hamster, un parapluie, ou même un plat de nouilles plutôt que vous. Chers spectateurs, merci d'avoir eu le courage de rester avec nous jusqu'ici, et à bientôt pour de nouvelles investigations. Ça va? Vous vous sentez bien? Oui, merci. Tout va bien. Vous êtes sûr? Oui, oui. Vraiment? Vraiment? Vous me le diriez? Quoi donc? Si vous ne sentiez pas en sécurité? Je ne sais pas. Il faut me le dire, c'est mon rôle de vous rassurer. Ah. Dans ce cas, si je rencontrais un problème, je viendrai immédiatement vers vous. Merci. De rien. Ça fait partie du contrat de sécurité. Ah. Le contrat sécurité. Oui. Vous l'avez signé, sinon je ne serais pas là. Ah bon? Mais je me souviens pas. C'est ce que tout le monde dit. On ne se souvient pas de tout ce qu'on signe. Faut croire Qu'est-ce qu'il faut croire? qu'on ne se souvient pas de tout. Ah si, moi je me souviens de tout. Les visages, les lieux, les casiers judiciaires. Tiens, je peux vous dire où je vous ai aperçu la première fois. Ah, parce que nous nous connaissons? Qu'est-ce que vous croyez? Le contrat sécurité, ce ne sont pas des mots en l'air. Nous travaillons pour vous. Vous voulez dire que vous avez enquêté sur moi? J'ai appris à vous connaître. On est mieux à même de protéger quelqu'un que l'on connaît. L'anonymat, ça n'aide pas. C'est sûr. Comment vous appelez-vous? Ah non, je ne dois pas divulguer mon identité aux clients. C'est écrit noir sur blanc sur mon ordre de mission. Ah, ce serait dangereux pour moi. Non, c'est pour moi que ça pourrait être dangereux, en cas d'échec de ma mission. Ah, si je suis pas rassurée. Si vous n'êtes pas contente de mes services, si quelqu'un s'en prend à vous et que vous estimez que j'ai failli à ma tâche, si vous connaissez mon nom, vous pourriez formuler une réclamation. Ça déclencherait une procédure et me mettrait en délicate posture. De toute façon, avec le contrat sécurité, on est toujours satisfait jusqu'à présent. Ah, je vois. Vous prenez votre mission très à cœur. J'avoue que j'ai une certaine idée de la tâche qui m'incombe et que je suis assez fière de m'en acquitter proprement. Mais vous-même, vous sentez-vous en sécurité? Bien sûr. Parce que vous conservez l'anonymat? Pas seulement, parce que je vous connais bien. Je sais que vous ne risquez rien. Vous êtes une brave personne, honnête, aimable. Personne n'aurait l'idée de s'en prendre à vous. Ah, ça, vous savez, on n'est pas à l'abri d'un coup du sort. Justement, le coup du sort, c'est ma formation. Si un coup du sort se pointe, je saurai le démantibuler en 2 temps 3 mouvements. Le coup du sort, il sera plié en 2 avant d'avoir posé l'orteil sur le tatami. Vous avez vraiment un moral d'acier, on peut se reposer sur vous, hein? J'ai mes petites faiblesses comme tout le monde. Mais je n'en fais jamais état, eu égard au contrat sécurité et à sa clause de confidentialité. Mais dites-moi, il ne vous est jamais venu à l'idée que le coup du sort, il pourrait s'en prendre à vous plutôt qu'à moi?
qu'avec vos airs protecteurs, vous étiez une cible de choix, un véritable appât, un appôt pour les coups du sort qui ne lisent pas les contrats sécurité et ne savent pas que c'est à moi qu'ils seraient censés s'en prendre. Le coup du sort, il vous voit parader avec votre belle assurance, qui fait plaisir à voir, hein. Là n'est pas la question. Et il se dit, tiens, c'est plutôt celle-là, celle qui a l'air sûre d'elle que je devrais attaquer, plutôt que de m'en prendre à l'autre qui est si insignifiante que ça ne vaut même pas la peine de s'y intéresser. Vous croyez ce que vous dites? Naturellement, mais par bonheur, j'ai là un formulaire, tout exprès, qui vous voit attribuer une protection efficace, rapprochée, garantie, à moindre frais et sans délai d'adaptation. Il suffit de signer là. Je présume que vous en avez l'habitude. J'avoue que je suis assez tentée. Allons, allons. Vous n'avez pas grand-chose à perdre en signant ce bout de papier. Et notre sécurité peut vous apporter une tranquillité d'esprit que vous apprécierez, j'en suis persuadée. Je ne sais pas si je peux dans le cadre de ma mission. Mais au contraire, vous serez plus efficace si vous n'êtes pas inquiet pour votre propre sécurité. Allez, signez et vous pourrez tourner la page. D'accord, je signe. Mais dites-moi, qui va se charger de ma protection? Moi, naturellement. C'est pour cette raison que je me suis laissée approcher par vous. Sinon, j'aurais été sur la défensive. Vous allez me protéger. C'est ce qu'on appelle le contrat de réciprocité. C'est en effet l'apparence que prend notre situation. Vous êtes couvert par la garantie du contrat sécurité, tout comme moi, mais nous ne sommes pas les garants, nous ne sommes que des agents. Je vais quand même avoir du mal à faire confiance à quelqu'un dont je ne connais pas le nom. Hein. Et moi, à me sentir protégée par quelqu'un qui ne sait même pas comment je m'appelle. Ça va? Vous vous sentez bien? Oui, merci, tout va bien. Vous êtes sûr? Oui, oui. Vraiment? Vraiment. Vous me le diriez? Quoi donc? Si vous ne vous sentiez pas en sécurité? Je ne sais pas. Si vous abîmez une sculpture
croix gammée, on vous oblige à lire si c'est un homme. Sincèrement, je ne vois pas comment la jurisprudence Flamand-Rose pourrait s'appliquer dans votre cas. Il est tellement déroutant. Épargnez-moi vos circonvolutions, maître. Non, la vie, la jurisprudence Flamand-Rose n'est pas compatible avec la trame des libraires. Oh, comme vous y allez. Je ne sais pas comment appeler ça. Ce que vous avez fait est insensé. Je l'ai pas tué quand même, hein. J'ai pas préparé un meurtre, mais un gâteau, c'est tout. Si encore vous ne l'aviez pas servi à tous les membres de votre famille, nous n'en serions pas là. Ah, je sais, ça ne se fait pas de préparer un millefeuille avec le testament de l'aïeul. Ce n'est pas inscrit dans nos traditions culinaires. Encore moins d'y incorporer les cendres du grand-père. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Je constate que tout cela n'est pas du meilleur goût. Je reconnais que nous avons peut-être brisé l'irréparable. La crème n'étant pas très fraîche, cela aurait pu être fatal. Je sais bien qu'il y a des héritages difficiles à avaler. Mais ce que vous avez fait est totalement injustifiable. Ah non, mais j'avais mis du sucre glace pour masquer tout ça. Du sucre glace sur un millefeuille? Ah, je reconnais, ce n'était pas très heureux. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte du nombre d'articles de loi que vous avez enfreints. Ne me faites pas la morale, hein. Le vieux n'en avait pas des masses non plus. Je ne serais pas ici, assis avec vous. Dites, si la jurisprudence Flamand-Rose s'appliquait, est-ce que je pourrais être condamnée à des travaux d'intérêt général chez un pâtissier? Aucune chance. Chez un notaire? Encore moins. Moi alors? Il se trouve que les crématoriums sont assez fréquemment sous-effectifs. Cela pourrait jouer en votre faveur, mais sincèrement, je ne crois pas trop. Il aurait fallu que je laisse brûler la pâte, c'est ça? Puisque vous êtes ma cliente, Flamand-Rose ou pas, je vous conseille tout de même de faire profil bas. Vous pouvez compter sur moi. Je ne manque pas de savoir-vivre. Quand il le faut vraiment, je sais mettre les petits plats dans les grands. C'est un faux. C'est un faux chapeau. Vous êtes sûr que ça va? Je vais bien, rassurez-vous. C'est un chapeau, mais c'est un faux, parce que ce n'est pas le chapeau que l'on croyait. Ce n'est pas un chapeau haut de forme? Ah si, voyons, c'est un chapeau haut de forme, nul ne le conteste. En revanche, ce n'est pas le chapeau d'Abraham Lincoln. C'était le chapeau d'Abraham Lincoln. Non, justement, vous ne comprenez pas ce que je dis. Ce chapeau n'a jamais appartenu à Abraham Lincoln, je suis formelle. Pourquoi aurait-il dû lui appartenir? Vous ne lisez pas les journaux. Si, ça m'arrive. Pourquoi? Vous devez savoir que le chapeau d'Abraham Lincoln a disparu. Désolée, je l'ignorais. Vous ne lisez que les gros titres? Non. Je lis les journaux, mais je ne lis pas tout. Vous ne vous intéressez pas au chapeau? Pas uniquement, non. Donc, Abraham Lincoln avait perdu son chapeau? Il n'a rien perdu du tout.
Primo, il est mort depuis longtemps. Secondo, le chapeau n'était pas à lui. Et comment peut-on perdre quelque chose qui ne vous appartient pas? C'est très facile. Il suffit que les autres croient que cela vous appartient. Un empire, un chapeau, la raison, une occasion de se taire. Tout cela est très facile à perdre. Plus facile à perdre qu'à gagner, soit dit en passant. Que faites-vous avec le chapeau d'Abraham Lincoln? Vous ne l'avez pas volé au moins? Je vous dis que ce n'est pas le sien. Lincoln n'aimait pas que l'on tue des castors. Il n'aimait pas non plus que l'on touche à ses affaires. Je vous dis que ce ne sont pas les siennes d'affaires. C'est vous qui le dites. Cela fait 200 ans que tout le monde prend ce machin pour le galure de Lincoln. Vous arrivez les mains dans les poches, un petit coup d'œil, et hop, bah, finalement c'est pas sien. C'est celui d'un voisin, d'un cousin, peut-être même d'un ami. Sûrement pas. Lincoln n'aurait jamais toléré qu'on lui attribue le couvre-chef d'un ennemi. Mais enfin, ça ne tient pas debout votre histoire. On dirait que vous dites ça au pif. Ce bouton de manchette, ça lui tient. Et ses chaussettes, oh non, c'est à son frère. Et ce chapeau, c'est quelqu'un qui l'a oublié chez lui. Ne me raillez pas. Vous ne savez pas ce que vous dites. J'ai pratiqué une expertise sur ce chapeau. Une expertise? Parfaitement. Ce chapeau ne recèle aucune trace attestant qu'il ait un jour appartenu à Lincoln. Aucune. Il y a donc nécessairement une mystification là-dessous. C'est un faux. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? À cause d'une lettre. Une lettre de l'alphabet. Une lettre de Lincoln. Le 23 avril 1861, le député John McAbosh lui écrivit pour contester sa décision de suspendre l'habeas corpus afin d'avoir les mains libres pour emprisonner les personnes suspectées de vouloir faire sécession. Il alertait Lincoln sur les risques que courait le pays et lui prédisait un bain de sang s'il ne rétablissait pas le droit. J'ai ici la réponse de Lincoln, datée du 29 avril. Vous allez voir, elle est sans appel. Cher McAbosh, vous n'êtes pas sans savoir que je me bats pour préserver l'unité du pays et vos propos m'offusquent. Je ne vois qu'une médiocre tentative d'entacher par avance ma mémoire et ma probité. Je refuse catégoriquement que l'on m'attribue des massacres que j'aurais tout fait pour éviter. Tenez-vous-le pour dit, il est hors de question que l'on me fasse porter le chapeau. C'est limpide. Ce chapeau ne peut pas appartenir à Lincoln. C'est écrit noir sur blanc, quelques jours seulement avant le début de la guerre de sécession. Noir sur blanc. N'essayez pas de vous moquer de moi, vous non plus, ou je vous préviens que je saurai me défendre. Puis-je vous poser une question? Elle n'a rien d'offensant. De quoi êtes-vous experte exactement? Êtes-vous chapelière ou historienne? Ni l'une ni l'autre. Je suis magicienne. C'est donc vous qui avez fait disparaître ce chapeau? Non, ce n'est pas moi. C'est le directeur du muséum de Springfield qui a choisi de faire croire à sa disparition. Il s'est glissé dans ma loge comme un fantôme un soir où je me produisais à Las Vegas. Quelques minutes ont suffi pour qu'il me confie ses doutes et son chapeau. Il a une intuition que je pourrais éclaircir le mystère. Quelle drôle d'idée! N'empêche, qu'elle a porté ses fruits. Dès que je me suis retrouvée seule avec le chapeau, je me suis penchée dessus. Ni vu ni connu, j'ai fait apparaître la lettre. Et le tour était joué. Rendez-vous compte que vous allez entrer dans l'histoire avec un grand H. À l'instant même, vous en ferez sortir ce chapeau. C'est évident. Mais tout cela est bien naturel, vous savez. Apparition, disparition.
Que voulez-vous? C'est ma passion. Monsieur, c'est vous là sur la photo? Oui. Non mais je voulais vous faire avaler ça. Attendez, on m'en a déjà sorti une bonne. Mais là, c'est le bonbon. Vous, là. Monsieur, c'est la photo d'un obèse. J'ai fait un régime. Ah oui. Faudra me le donner. Ça m'intéresse. Attendez, c'est pas possible, vous avez perdu au moins 50 kilos. 30. J'ai perdu 30 kilos. C'est ça. Je n'ai rien contre vous. Et je ne demande qu'à vous croire. Mais faudrait quand même faire un petit effort pour être crédible, mon bonhomme. Et là, vous allez me dire que c'est votre nom, je parie. De la patinoire. C'est votre nom, ça, de la patinoire. Oui, monsieur. Non, mais c'est pas que possible. C'est totalement invraisemblable. C'est pas un nom, ça, de la patinoire. Ou alors un nom d'emprunt. J'ai failli marcher, mais avec le prénom. Le but. Douglas. Vous n'êtes pas camouflé si bien que ça. Douglas de la patinoire. C'est très glissant comme couverture. Impossible de tomber dans le panneau. Mais je vous assure que c'est mon nom. Et votre adresse est là. Elle vous confond. 21 terres rue de Bornard. 21 terres. C'est 21 cubes. Comme les cubes de glace, monsieur Douglas. Oh, ne me raconte pas d'histoire. Je ne tombe pas dans les panneaux. Je ne marche pas dans les trompe-l'œil. Je sais voir au-delà des apparences. Mais je vous assure que c'est bien moi. Douglas de la patinoire, 29e du nom. Vous pouvez vérifier. Ah non. Tout est bidon chez vous, monsieur de la patinoire. Vous avez beau avoir caché un renard dans votre adresse parce que vous vous croyez plus malin, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un d'aussi avisé que moi. Mais vous n'y êtes pas du tout. Ceci est mon authentique carte d'identité. Avec ma véritable adresse, ma photo et ma date de naissance. Votre date de naissance. J'ai jamais l'oublié, celle-là. Vous croyez qu'elle va vous aider? Mais elle n'atteste de rien, mon bon monsieur. Vous pourriez tout aussi bien être né la veille, le lendemain, ou l'année suivante. Ça pourrait être la date de naissance de n'importe qui. Ça ne prouve rien. Rien du tout. Vous m'entendez? Je ne sais pas qui vous êtes. Mais je suis bien persuadé que vous n'êtes pas celui que vous prétendez. Et vous? Vous êtes policier? Bien entendu. Vous en doutez? Oui, je l'avoue. Je dois dire que vous avez assez bien épousé le personnage. Vous êtes un policier vraisemblable, terrien, borné, tatillon. Mais vous avez des compétences qui dépassent de beaucoup celles du gardien de l'ordre ordinaire.
Vous m'avez percé à jour. Je ne m'appelle pas Douglas de la patinoire. Je suis agent secret, comme vous l'avez deviné. Et vous l'avez deviné, parce que vous-même, vous êtes un imposteur. Vous n'êtes pas policier. Vous êtes également un agent secret sous couverture. Pas du tout. Je suis policier, un simple policier. Le monde n'est pas peuplé d'usurpateurs dans votre genre. Allons, vous n'allez pas nier l'évidence pendant des lustres. Nous avons affaire, vous et moi. Alors cessez de jouer ce rôle de composition et mettons-nous au travail. Je ne suis pas ce que vous dites. Je suis agent, certes, mais de police et rien d'autre. Vous voulez dire que vous n'êtes pas l'agent Epsilon? Pas plus que vous n'êtes Douglas de la patinoire. Misère de misère, c'est pas vrai. On ne sait décidément plus à qui se fier. Le monde est vraiment truffé d'imposteurs. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. En êtes-vous certaine? Je veux dire, je ne voulais pas être intrusive. Ah oui, c'est réussi. Je me demandais... Pardon, je ne sais pas comment m'expliquer. Allez-y, ne soyez pas gênés au point où nous en sommes. J'aimerais vous poser une question. Allez-y, je vous dis. C'est-à-dire que c'est au-delà du délicat comme question. C'est même au-delà de toute convenance. À ce point-là, vous commencez à m'intriguer. Écoutez, je ne vous connais pas personnellement, mais je vous ai observé tout à l'heure. Continuez, ça m'intéresse. Voilà. Je crois savoir que vous êtes un personnage. On peut dire ça, oui. On peut le dire parce que c'est vrai, n'est-ce pas? Vous êtes un personnage? Si vous voulez, mais il ne faudrait peut-être pas exagérer, je ne suis pas sortie de la crypte de Jupiter. Je le savais. Vous êtes un personnage. C'est tout ce qui m'importe. Principal ou secondaire, je n'ai rien contre les petits personnages. Dites, n'essayez pas de me vexer. Je ne dis pas ça pour vous, j'ai bien compris. Vous êtes un personnage simple, neutre. C'est d'ailleurs ce que je cherche. Je cherche un terrain neutre. Je ne vous suis pas. C'est normal, nous n'étions pas appelés à nous rencontrer. Il s'agit d'une démarche volontaire de ma part, une démarche amicale bien entendu, mais j'aimerais établir si possible une sorte de traité. Vous êtes de plus en plus surprenante. Je vais tout vous expliquer. Vous allez sans doute vous moquer de moi, mais le jeu en vaut la chandelle. Enfin, c'est ce que je crois. Voilà, il y a quelques nuits de cela, j'ai fait un rêve. Un rêve étrange. Je ne pourrais pas vous en donner tous les détails. D'abord parce que je m'en souviens à peine. Et puis, vous ne me comprendriez pas. Disons simplement que dans mon rêve, des personnes réelles et des personnages de fiction se côtoyaient et qu'ils en retiraient une joie dont vous n'avez pas idée. Je suis consciente que je ne peux pas vous faire partager ce rêve, mais je crois qu'il contenait une sorte de message qui montrait la voie à suivre. C'est un peu comme en forêt, vous voyez. Si vous restez sur le sentier, vous ne pouvez rencontrer que des randonneurs. Mais il suffit de s'éloigner de quelques pas
de quitter l'itinéraire balisé et vous pouvez tomber nez à nez avec des bêtes sauvages. Pardon pour la comparaison. Très flatteur, en effet. Je préférais quand vous me traitiez de grand personnage. Mon rêve m'a ouvert les yeux. Ça arrive, en général, c'est en cas de cauchemar. Il m'a montré qu'il n'y a pas d'un côté le réel et de l'autre la fiction. Les deux domaines s'interpénètrent. Ils s'influencent mutuellement. Mais enfin, il y a des choses qui sont réelles et d'autres qui ne le sont pas. C'est vous qui dites ça? Vous, un personnage de comédie? Dis donc, restez poli, ça serait plutôt vous la comique avec vos rêves hallucinés. Vous prenez vos rêves pour la réalité, et c'est moi le personnage de comédie, mais ça alors c'est trop fort. Vous n'êtes pas un personnage de comédie? Pas que je sache, non. Moi qui voulais établir une sorte de zone grise, un espace d'échange pour le monde réel et les créatures de fiction, une zone où elles auraient enfin pu partager, en dehors des rêves bien entendu, un vrai terrain d'entente pour tous les personnages de bonne volonté, qu'ils existent ou non. Vous alors, vous êtes une allumée de première. Mais oui, bien sûr. Suis-je bête? Vous ne pouvez pas avoir conscience de ce que vous êtes. Vous vivez votre vie de personnage sans savoir que vous en êtes un, c'est normal. Il faut se trouver à l'extérieur de la fiction pour comprendre que vous n'existez pas réellement. Ah oui, et vous alors, vous n'existez pas non plus? Moi, je suis un ambassadeur du monde réel. On dirait pourtant bien que vous évoluez dans la même fiction que moi, ma vieille. Considérez-moi comme l'un des vôtres, si c'est plus simple pour vous. Je veux tellement établir la connexion avec le monde fictionnel que je veux bien être prise pour un personnage, moi aussi. Vous êtes un drôle de personnage, en effet. Promettez-moi de parler de notre rencontre à vos semblables et de leur dire que je vais échanger avec eux. Je suis sûre que de grandes opportunités vont naître grâce à nos échanges. Nous sommes en train de construire un pont. Je me sens comme Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Je viens de faire le premier pas. Je vais aller me remettre de mes émotions, mais je vous promets de revenir vous voir très vite. Parlerez-vous de notre rencontre à vos semblables? Ça, je vous le promets. Il y en a qui vont bien s'amuser. Je suis ravie de voir que vous partagez enfin mon exaltation. Nous vivons les prémices d'une grande aventure, je vous le jure. J'en suis persuadée. Vous pouvez vous reposer l'esprit tranquille. Quelle chance j'ai eu de tomber sur vous. Ah, et moi donc Et maintenant que la connexion est établie, peut-être allons-nous nous rencontrer en rêve? Oh, vous savez, quand on est un personnage comme moi, on ne rêve guère. Mais qui sait, ça serait peut-être une première. Au plaisir. Ça vous êtes sœur.
Non, ne les regardez pas. Qui êtes-vous? Mick. Rick. Dick. En êtes-vous certain? Mon vrai nom est Nicolas, mais je préfère... Je m'appelle Dick, c'est tout moi qui me dit. Mon prénom est Richard. Stop. Je vous ai simplement demandé si vous étiez certain d'être celui que vous prétendiez être. Qu'est-ce que je vous dis pour tout se dire? J'ai pas dit que c'est tout vous voulez, mais je suis moi. Nicolas, je préfère que vous ne m'appeliez pas Nicolas. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Ce que je vous demande, ce n'est pas de marteler que vous êtes mitoriton ou mirliton. Je vous le demande pour la dernière fois. Êtes-vous certain de savoir qui vous êtes? Évidemment. Naturellement. Sûr et certain. Oui. Comment ça? Je suis Nicolas. Enfin, ça dépend pour qui. Répondez, êtes-vous certain d'être Nick? Mais oui, je suis Nick. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, je vous jure. Regardez votre carte. Alors, vous êtes quelqu'un d'autre. Et vous me dites ça là, maintenant. Comment voulez-vous que je le prenne? Je vous fous dehors, oui? Vous n'êtes pas digne de la fonction à laquelle vous aspirez. Quand on prétend devenir agent secret, on n'expose pas ses doutes. On enfonce coûte que coûte. On n'a pas le droit d'avoir la moindre hésitation quant à l'identité qu'on endosse. Mettez-vous bien ça dans le crâne, vous autres. Pour vous, c'est terminé. L'histoire s'arrête là. Vous sautez de la planche, vous quittez le navire. Vous retournez à l'anonymat que vous n'êtes même pas fichu de préserver. S'il vous plaît, laissez-moi une petite chance. Vous l'avez eu, votre chance, et vous avez vu ce que vous en avez fait. Adieu. Retournez à la vie ordinaire. Nous passerons de vos services. Que cela vous serve de leçon à vous autres. Vous devez pouvoir revêtir n'importe quelle identité à n'importe quel moment, pour n'importe quelle durée, en n'importe quelle circonstance. Si vous n'en êtes pas capable, vous mettez en péril non seulement votre petite personne, mais également le pays qui vous a vu naître, la patrie qui a placé son espoir en vous. Dans notre secteur, un incapable est un traître qui sommeille. Est-ce clair pour tout le monde? Très clair, mon colonel. Non, ne les regardez pas. Comprenez-moi bien. Vous devez savoir qui vous êtes, même si vous n'êtes personne. Je vous écoute. Personne. Je suis sa sœur, moi sa cousine. Vous n'avez rien compris. Sans identité, vous êtes une menace. Une bombe diplomatique, un concentré d'insureté nationale. Puisse le chien Hieronymus contre le capote. Peu importe. Vous devez être quelqu'un. Dame de trèfle. Belle pique. Roi de carreau, j'ai gagné. Misère.
les as du camouflage. Une averse ne dure pas toute la journée. On ne peut pas rester éternellement sur la pointe des pieds. Le poisson ne doit pas sortir des eaux profondes. Le crabe doit regarder sa vérité en face. Les saumons ne se baignent jamais dans le même fleuve. Le temps est maussade, mais l'éclaircie devrait poindre. Les averses pullulent, mais le soleil triomphe. Les nuées s'amoncellent, mais rien n'entame le fond du ciel. Ouais. Autant vous le dire franchement, tout ça n'est guère convaincant. C'est-à-dire Ce qu'il nous faut, c'est-à-dire qu'on fait de notre mieux. On y met tout notre cœur, chef. C'est vrai, on se donne à fond. je ne vous demande pas de vous donner à fond, mais de donner le meilleur de vous-même. C'est pareil, non? Non. Prenez conscience des nuances. Je ne veux précisément pas que vous vous donniez à fond, comme vous dites. Je veux que vous contourniez votre penchant naturel. Votre nature trop prévisible. Je veux que vous la dépassiez, que vous la transcendiez, que vous alliez au-delà de ce qu'on pourrait attendre de vous. D'accord, chef. On va transcender à fond les ballons. Oui, ça, question de transcendance, on m'a donné le meilleur, chef. Vous allez être épaté. Arrêtez de m'appeler chef, je suis l'un des vôtres, je marche un peu devant, c'est tout. D'accord, chef. On va transcender sans vous dépasser. J'aurais dû être plus ferme sur les critères de sélection. N'y arrivons jamais. Où ça? Nulle part. Vous êtes difficile à suivre, chef. Malgré le fait que vous marchez un peu devant. Écoutez-moi, mon abruti. Ne vous formalisez pas si je préfère appeler les choses par leur nom. Mettez-vous bien dans le crâne que nous n'arriverons jamais nulle part si vous n'y mettez pas un peu du vôtre. C'est là. Non, on veut bien y mettre du nôtre. Mais c'est vous qui nous avez dit de ne pas y mettre tout notre cœur. Du coup, on sait plus trop ce qu'on doit y mettre, chef. On a peur de gaffer, il faut nous comprendre. Je vous comprends parfaitement. Vous avez peur. C'est moi de même. Oh, bah alors, chef, on est sur la même longueur d'onde. Non, j'ai bien peur que non. On vous reçoit 5 sur 5, en dépit du léger décalage induit par le fait que vous nous précédiez très légèrement. Je vais devoir vous prier de vous taire toutes. Car dans le cas contraire, je ne réponds plus de grand-chose. Voulez-vous bien prêter attention? J'ai besoin d'assis. J'ai besoin de calme pour vous rappeler ce que nous devons élaborer de toute urgence. Une forme de codage humain, trop humain. Qu'entends-je par là? Non, ne répondez pas. Ceci est une question oratoire. C'est juste pour servir la clarté du propos. Qu'entends-je par là? Donc, il s'agit de mettre au point un langage commun qui soit décryptable par d'autres populations humaines, mais indécryptable pour ces satanées machines. C'est un vrai défi, chef. La plupart des machines ont déjà pris le contrôle de la plupart des installations. Elles contrôlent toutes nos moindres villes. Il ne reste plus que de minuscules
résistance. Ouais, des poches trouées, j'en prends tellement conscience, figure. Ces foutus robots ont une immense longueur d'avance. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons réagir. Dites-moi que nous allons réagir, bordel de merde! Nous allons réagir, bordel de merde! Mais nous allons réagir intelligemment. Oui, chef! Allez! Trouvez-moi une façon de délivrer un message d'alerte qui soit perceptible par un humain et opaque pour une machine. C'est vraiment un sacré défi, chef. Concentrez-vous, je veux des résultats. Je me concentre, chef. Je sais que ça ne saute pas aux yeux, mais tel que vous me voyez, je suis en train de faire du chiffrage. Faudrait pas trop chiffrer non plus si on veut que ça reste à la portée du premier venu. Pas forcément du premier venu, mais disons au moins du deuxième. Vous voulez que notre codage ne soit pas à la portée du premier venu, mais seulement du deuxième. C'est une image imbécile. C'était pour tenter de vous faire comprendre que vous devez trouver une formulation simple, intuitive et parfaitement insoupçonnable par toute forme d'intelligence artificielle. Vous avez trouvé quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis pas très sûre de moi. Je cherchais du côté des chansons. Une chanson populaire, c'est très utile pour faire passer un message. Mais les robots connaissent toutes nos chansons à la virgule près. C'est donc une idée stupide. Et vous? Ça peut mettre dans le mille comme ça peut faire chou blanc. C'est une proposition. Non, chef. C'était pour dire que moi non plus, je suis pas très sûre du résultat. Je me suis concentrée sur notre corpus poétique. La poésie est un vecteur apte à transmettre les signaux les plus subtils. Mais vous êtes aussi subtil qu'une tagliatelle. Les robots ont compilé l'intégralité de nos œuvres littéraires. Ils les connaissent bien mieux que vous. Tous mes espoirs reposent donc sur vous. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'efficient. Vous n'allez pas être déçu, chef. Je me suis surpassée. Qu'est-ce que ça veut dire, efficient? Je crois que j'ai trouvé la façon de donner l'alerte sans éveiller l'attention des algorithmes à pattes. Ne perdons pas de temps. La survie de l'humanité est en jeu. Lisez-nous votre trouvaille. Vous êtes prêts? Attention, c'est court. Les carottes sont cuites. Éloignez-vous des mixeurs ou ça finira en purée. Oh, c'est subtil. Opaque et transparent à la fois. Le trouver. Enfin, de toute façon, c'est ça, ouais. Allez, on diffuse. On a déjà assez perdu de temps. Les carottes sont cuites. Éloignez-vous des mixeurs ou ça finira en purée. Pourvu que ça fonctionne. Avec ça, les gens vont bien comprendre qu'ils doivent se réfugier en jaune livre. Chef, j'ai l'impression que l'ennemi est en train d'émettre lui aussi. Un message? Oui, sur toutes les ondes. Que dit le message? Attendez, j'essaie de le capter. Voilà.
carotte, c'est râpé. Le mixeur magnanime vous propose d'intégrer le rassortiment de crudité si vous ne tenez pas à finir mouliner.